Après avoir étudié donc les acides aminés, leur structure et leurs propriétés physico-chimiques, aujourd'hui on va aborder donc les peptides. Alors c'est quoi les peptides? Ce sont des composés qui proviennent de l'enchaînement d'acides aminés entre eux par des liaisons covalentes, qu'on appelle les liaisons peptidiques. En effet, regardez ici à droite. Voilà, ici on a un acide aminé ici et un deuxième acide aminé là. Donc NH2, on retrouve le carbone alpha du premier acide aminé, sa chaîne latérale R1, H, et puis la fonction carboxylique COH qui est maintenant n'est plus libre mais il est en relation avec le deuxième acide aminé. Voilà son NH2, carbone alpha, sa chaîne latérale R2, la fonction carboxylique et la liaison H. Comment se fait cette liaison entre deux acides aminés? Elle se fait entre le NH2 de l'un et les COH de l'autre. Voilà. Donc on appelle cette liaison peptidique. CONH. Alors les peptides, ce sont des polymères donc composés uniquement d'acides aminés. On va trouver, ce sera une chaîne où il y a plusieurs acides, plus ou moins d'acides aminés, et qui sont reliés les uns aux autres par des liaisons peptidiques CONH. Quand le nombre d'acides aminés des peptides est inférieur à 10, on parle d'oligopeptides. Et quand le nombre d'acides aminés est compris entre 10 et 100, on parlera de polypeptides. Et quand ce nombre d'acides aminés est supérieur à 100, on parlera à ce moment-là des protéines. Voilà maintenant, vous savez, quand il faut parler d'acides aminés, de peptides et de protéines. Donc c'est le nombre d'acides aminés qui va donc déterminer si la chaîne est une chaîne peptidique ou si c'est une protéine. Une deuxième remarque, regardez ici dans la liaison peptidique, l'atome ici, l'azote, comme vous le savez, l'atome d'azote, il a 5 électrons sur la chaîne, sur la couche électronique donc externe. Donc il y a un électron ici, un électron là, et puis un électron à droite ici. Donc ça fait 3 qui sont engagés dans les liaisons. Et il reste ici une paire d'électrons libres. Voilà. Et ce doublet non liant, ici sur l'atome d'azote, il a tendance à se délocaliser. Il ne reste pas sur l'azote. Une fois, il reste sur l'azote. Une deuxième fois, il vient former une liaison partielle entre l'azote et le carbone ici. Et parfois, cette liaison, ce qui pousse donc cet électron à revenir sur l'atome d'oxygène. Voilà, c'est une liaison donc partielle qui se forme grâce à ce doublet donc non liant de l'atome d'azote. Et cette liaison, elle est plus courte qu'une liaison simple, covalente. Mais elle est plus longue qu'une double liaison. D'accord? Donc elle est située, il est intermédiaire entre les deux, entre la liaison simple et la liaison double. On parle ici d'une liaison peptidique qui est stabilisée par mésomérie. Voilà, ce qui rend difficile la rotation, justement, entre le carbone et l'azote. Donc, on ne peut pas ici, c'est difficile de tourner autour de cette liaison CN, à cause justement de cette mésomérie, qui proviennent donc du doublet d'électrons non liants ici sur l'azote. Par contre, ici, la liaison autour du carbone alpha est faisable, donc elle est facile, elle est possible, et là aussi, elle est possible. Donc, seuls ici les atomes, donc O, C, N et H sont dans un même plan, et on peut tourner ici autour de cette liaison et autour de ces liaisons. Ce qui va justement expliquer la présence ou la possibilité de configurations différentes des liaisons qui existent entre ces acides aminés. Alors, on peut avoir une configuration 6, par exemple, quand les deux, ici, quand ces 3 composés ici sont du même côté par rapport au plan CONH,
Voilà, cette partie et cette partie se trouvent soit en arrière du plan, soit les deux se trouvent en avant du plan, donc position ou configuration 6. Et quand l'un est derrière et l'autre devant le plan, on parlera de configuration trans. Et tout ceci à cause justement de la présence de cette liaison peptidique où on ne peut pas tourner autour de la liaison CN. Une dernière remarque aussi, dans cette liaison peptidique, il y a la présence donc d'un atome oxygène et d'un atome azote. D'accord? Il y a l'oxygène ici et l'azote. Et ces deux atomes sont très électronégatifs. D'accord? Donc, c'est ce qui explique donc la charge plus portée par l'azote. Donc ici, il y a une charge donc sur l'oxygène, une charge possible sur l'azote, ce qui attire donc les électrons à la fois de l'oxygène et de l'azote, ce qui explique donc leur propriété électronégative de ces deux atomes, ce qui confère donc à la liaison peptidique sa nature polaire. Maintenant, on passe à autre chose. Comment on va nommer les peptides? Donc, il y aura des noms spéciaux pour les peptides. On nomme d'abord, on a une chaîne peptidique, on a une chaîne d'acides aminés en N-terminal. À ce moment-là, on commence par le N-terminal et on rajoute donc le suffixe -il à chaque acide aminé. Donc, tous les acides aminés vont porter le même suffixe -il. Et on termine par l'acide aminé en C-terminal, au bout de la chaîne. Lui, on le laisse tel quel, sans suffixe. Vous allez comprendre plus facilement quand on va utiliser un exemple. Prenons ce peptide-là. Glycine, sérine, valine, asparagine. Donc, la glycine, ici, est portée par le N-terminal. C'est elle qui porte le N-terminal. Et l'asparagine porte le C-terminal. Donc on a dit, en commençant par le N-terminal, on va rajouter le suffixe -il. Par exemple, glycine, on va l'appeler glycyle, cyryle, valyle, mais le dernier qui porte le C-terminal, on va le laisser tel quel, asparagine. Voilà. Donc en appliquant cette règle, le peptide ici va s'appeler glycyle, cyryle, valyle, asparagine. Et comme il y a 4 acides aminés, on va rajouter un nombre 4, ici, au bout, et on va dire 4 glycyle, céryle, valyle, asparagine. Voilà comment sont nommés les peptides. Donc, je vous invite à faire des exemples, écrivez des séries donc, de peptides au hasard, et appliquez cette règle pour vous entraîner sur la nomination donc, des peptides. Autre chose, donc concernant les peptides, le phénomène de séquençage. À ne pas confondre avec la composition. La composition, il s'agit donc de la nature des composants qui se trouvent dans le peptide, alors que le séquençage, à ce moment-là, on parle de la position de chaque composant dans la chaîne peptidique. Donc c'est pas pareil. Le séquençage concerne la position de chaque composant dans la chaîne peptidique. Alors, il existe plusieurs méthodes pour faire ce séquençage. D'abord, des techniques chimiques, et c'est là, on l'a vu quand on a étudié donc le cours sur les acides aminés, la méthode de Singer, la densylation, les méthodes d'Edman, la dégradation d'Edman, rappelez-vous. Donc, toutes ces techniques chimiques vont permettre donc de déterminer le séquençage. Donc, je vous invite à revoir un peu ces techniques sur le cours des acides aminés. Et puis, il y a des techniques enzymatiques. Alors là, il y aura plusieurs types d'enzymes. Là, il y a des exopeptidases, comme leur nom l'indique, qui vont s'attaquer donc à la chaîne peptidique par l'extérieur. Et là, il y aura deux types, aminopeptidase, qui va s'attaquer du côté N-terminal, et la carboxypeptidase, qui est aussi une exopeptidase, mais qui va s'attaquer du côté C-terminal. Et puis, à côté des exopeptidases, on a des endopeptidases.
Les endopeptidases, comme leur nom l'indique, endo c'est interne, donc ils vont s'attaquer à la chaîne peptidique de l'intérieur. Voilà, tout cela est représenté sur ce schéma-là. En boule, ici, les acides aminés, ici, N-terminal et C-terminal. Là, les oxopeptidases, carboxypeptidases de ce côté et aminopeptidases de l'autre. Et les endopeptidases vont s'attaquer donc à l'intérieur de la chaîne peptidique. Toujours dans ce phénomène de séquençage, on va parler un peu de l'attaque du côté C-terminal. Alors, il y a des techniques chimiques et des techniques enzymatiques aussi. Donc, les techniques enzymatiques, on en a parlé, c'est l'action des carboxypeptidases. Et puis, il y a des réactifs chimiques comme l'hydrazine, NH2, qui va permettre la libération de l'acide aminé en position C-terminale. On parlera donc d'hydrazinolyse. Pardon. Alors maintenant, l'attaque à l'intérieur de la chaîne. Là aussi, on a vu les enzymes qui s'attaquent à l'intérieur, les endopeptidases. Et puis, il y a des réactifs chimiques qui le font aussi, comme le N-bromosuccinimide, qui coupe les liaisons peptidiques, qui inclut donc le COH, de la tyrosine ou du tryptophane. L'attaque à l'intérieur de la chaîne peptidique, les techniques chimiques, on a vu le N-bromosuccinimide, et maintenant il y a un autre réactif, le bromure du cyanogène, lui aussi il coupe à l'intérieur donc de la chaîne, il coupe la liaison peptidique qui inclut le COH, mais cette fois-ci de la méthionine. Et à la fin, la méthionine sera transformée en homocérine lactone. Et les techniques enzymatiques qui s'attaquent donc au côté, donc à l'intérieur de la chaîne peptidique, on a parlé les endopeptidases. Les pendisulfures sont aussi coupés par des méthodes. En général, la réduction d'un pendisulfure se fait en présence de réducteurs doux, comme le 2-mercaptoéthanol ou le dithiotréitol, le DTT au réactif de Clenend. Voilà un petit schéma ici. Un acide aminé avec SH qui s'est lié avec un autre acide aminé avec SH, de la cystéine, et on forme ce pont disulfure. Ce pont, il peut être cassé par réduction et on peut le reformer par oxydation aussi. Quand on va le casser, on va former une fonction qu'on appelle SH, la fonction thiol. Maintenant qu'on a parlé de ce phénomène des séquençages, on va passer aux propriétés physico-chimiques des peptides. Et on va commencer par les propriétés physiques. Ces propriétés physiques, ils vont dépendre de la composition du peptide en question. En effet, ce sont les acides aminés qui vont avoir un rôle, ils vont jouer un rôle très important pour définir la propriété du peptide. Le peptide va absorber dans l'UV entre 180 et 230 nanomètres, et s'il y a des acides aromatiques, alors il va absorber à 280 nanomètres. Donc retenez bien, les peptides vont absorber entre 180 et 200 nanomètres dans l'UV, et s'il y a des acides aminés aromatiques, cycliques, alors à ce moment-là, l'absorption va se faire aussi à 280 nanomètres. Voilà pour les propriétés physiques. Les propriétés chimiques, d'abord la solubilité. La solubilité va varier selon la taille et la composition des acides aminés. La liaison peptidique, dont on a parlé précédemment, a la capacité de former des complexes avec des cations bivalents, comme Ci2+, par exemple. Et là, je vous envoie un peu à revoir votre TP sur la réaction du Buret. Et vous savez que dans cette réaction de Buret, c'est un dosage colorimétrique et le réactif qu'on va utiliser donc dans cette méthode de Buret s'appelle le réactif de Cornell. C'est quoi ce réactif? C'est un mélange de sulfate de cuivre qui est bleu, la soude,
Le tartrate double de sodium et de potassium. Pourquoi on utilise le tartrate double de sodium et potassium? Parce qu'il va entraîner une chélation donc des cuivres pour éviter justement leur précipitation. Et puis l'iodure de potassium qui va aussi éviter la réduction des atomes ou des ions cuivre avant le dosage. Donc voilà la composition détaillée donc de ce réactif de Cornell qu'on utilise dans la méthode de Biuret. Alors les peptides d'intérêt biologique, quels sont-ils? On a quelques exemples. D'abord les hormones. Les peptides, ils peuvent jouer le rôle d'hormones. Exemple, glutathion, glucagon, qui joue un rôle dans le métabolisme. Donc le glucagon est hypo. C'est une hormone hyperglycémiante, contrairement à l'insuline, qui est aussi peptidique, de nature peptidique, et qui est hypoglycémiante. Les gastrines, les sécrétines, etc., sont aussi de nature peptidique. Le glutathion aussi, c'est un tripeptide très important qui va jouer un rôle dans la protection contre les réactifs oxydatifs, dans les groupements oxydatifs, donc pour éviter les lyses, etc., des lipides et des acides nucléiques dans les cellules. Donc c'est un composé, un triacide aminé, c'est un peptide composé de 3 acides aminés qui est très important dans les protections cellulaires. Des peptides aussi d'intérêt biologique peuvent avoir, donc on peut les trouver au niveau par exemple des parois, ils vont jouer un rôle structural. Exemple, peptidoglycanes des parois bactériennes. Voilà, ces peptidoglycanes, donc ce sont des peptides qui vont renforcer encore plus les parois bactériennes. Et puis on aura des peptides d'intérêt biologique aussi et qui vont jouer, voire avoir un pouvoir antibiotique. Exemple, gramicidine, tyrosidine, bacitracine, etc. Donc tout ceci, donc tous ces composés qui ont un intérêt biologique, hormones, structures, pouvoir antibiotique, sont de nature peptidique. J'ai oublié aussi de vous dire que les peptides peuvent être de nature naturelle, donc synthétisés par l'organisme, comme le glutathion, mais ils peuvent avoir une origine donc synthétique. On peut les synthétiser par exemple quelques peptides pharmacologiques, donc qui vont avoir un intérêt par exemple biologique et qui sont synthétisés par les industries pharmaceutiques. On termine par les peptides, on passe aux protéines. Les protéines, c'est quoi? Ce sont des macromolécules biologiques et sont les macromolécules biologiques les plus abondantes dans les cellules. Ce sont des polymères variés avec des poids moléculaires très élevés. Et là, j'ouvre une parenthèse. L'unité des poids moléculaires donc des protéines, c'est le Dalton. Il est nommé ou écrit sous la forme D majuscule et A minuscule. Et c'est quoi le Dalton? C'est le 1/12e de la masse de l'atome C12. Voilà, pour avoir une idée d'ordre de grandeur de ce Dalton. Par exemple, un acide aminé, il va avoir une masse à peu près égale à 110 Dalton. Alors, la moyenne donc de la masse d'une protéine est de 12 kilodalton. Les protéines présentent une énorme diversité de fonctions biologiques. On l'a vu, il y a des enzymes, il y a des anticorps, il y a des hormones, etc., qui ont tous de nature protéique. Et certaines protéines sont constituées d'une seule chaîne polypeptidique, alors que d'autres peuvent en contenir 2 ou plusieurs sous-unités reliées entre elles par des liaisons non covalentes. Les sous-unités protéiques dont je viens de parler, donc elles peuvent être identiques ou non. Si au moins 2 sont identiques, la protéine est dite oligomère. Et chaque sous-unité identique est appelée protomère. Chaque protéine possède une séquence d'acides aminés unique et une structure tridimensionnelle propre appelée conformation. Donc c'est une spécificité de chaque protéine. Donc il y aura une séquence d'acides aminés propre à la protéine
et une conformation, une structure tridimensionnelle aussi qui lui est propre. Le nombre, le type et l'arrangement des acides aminés au sein de la protéine va différer d'une protéine à l'autre. Voilà. Le tableau donc suivant, il va vous donner quelques exemples de protéines, une idée sur leur poids moléculaire et combien ils ont de chaînes protéiques. Par exemple, la séromalbumine humaine. Son poids moléculaire est de 68 500 Dalton. Et puis, la chaîne, une seule chaîne. Chymotrypsine. Pancréas bovin. Poids moléculaire 21 600, 3 chaînes protéiques. L'hémoglobine humain. Poids moléculaire 64 500, 4 chaînes protéiques. La RNA polymérase de Escherichia coli, 450 000, 5 chaînes. Glutamine synthétase, toujours d'Escherichia coli, 619 000, donc quelque chose de très grand, avec 12 chaînes. Et la polypoprotéine B humain, 513 000, de poids moléculaire, une seule chaîne. Donc ce n'est pas le nombre de chaînes qui va définir le poids moléculaire. On peut avoir une seule chaîne, comme ici l'hypoprotéine B, ici en bas du tableau, et qui a 513 000 quand même de poids moléculaire. Alors qu'il y a des protéines avec plus de chaînes, par exemple, regardez ici, 5 chaînes avec un poids moléculaire seulement de 450 000. Donc ce n'est pas quelque chose de logique. Ce n'est pas le nombre de chaînes qui définit le poids moléculaire. Il n'y a pas une relation entre les deux. Comment on classe les protéines? On peut se baser sur 3 critères possibles pour classer les protéines. La composition chimique, la forme et la fonction biologique. Pour la composition chimique, 2 types possibles de protéines. Les protéines simples, ce sont celles dont l'hydrolyse va libérer uniquement des acides aminés, comme la chymotrypsine par exemple, et les protéines conjuguées, dont l'hydrolyse fournit à la fois des acides aminés et une partie non protéique qu'on appelle le groupement prostétique. Le groupement prostétique, il permet de classer la protéine conjuguée. Par exemple, quand c'est un métal, on parle de métalloprotéine. Quand c'est un lipide, lipoprotéine. Quand c'est un glucide, glycoprotéine, etc. Deuxième façon de classer les protéines, la classification suivant la forme de la protéine. Là aussi, on a 2 classes possibles, les protéines fibreuses, linéaires, et les protéines globulaires. Les protéines globulaires sont en général solubles dans l'eau et les chaînes polypeptidiques qui les composent vont se plier pour donner une forme globulaire. Exemple, la myoglobine, l'hémoglobine, les enzymes sont toutes des protéines de nature globulaire. Alors que les protéines fibreuses sont, elles, insolubles dans l'eau et les chaînes polypeptidiques qui les composent sont disposées en brins, en filaments et allongées sous forme de fibres. Exemple, dans la kératine et le collagène. Voilà un tableau ici qui va vous donner une 3e classification possible, la classification suivant la fonction biologique de la protéine. Pardon. Alors voilà, première colonne, fonction biologique, deuxième colonne, exemple de protéines. Alors, protéines de fonction biologique structurale. Exemple, la kératine collagène. Protéines de fonction de transport. L'albumine. Vous savez que l'albumine, c'est elle qui, la séromalbumine par exemple, c'est elle qui est responsable du transport des acides gras dans le sang. L'hémoglobine, qui est une protéine qui transporte l'oxygène au niveau des globules rouges. Protéines qui ont un rôle de défense, comme les anticorps, dans le système immunitaire. La catalyse, ce sont les enzymes qui font ce rôle de catalyse. Rôle de régulation, exemple les hormones. Ça, on le verra dans le métabolisme. Rôle de stockage, exemple de protéines de stockage, la ferritine qui stocke
donc le fer. La caséine au niveau du lait et qui stocke le calcium. Rôle de contraction, et ça vous le savez au niveau musculaire, les protéines actine et myosine. Les toxines, comme les venins de serpent par exemple. Là on trouve des protéines qui sont des toxines. Voilà, donc vous avez vu une variété très grande donc de fonctions et de protéines. Maintenant, on passe aux structures des protéines. Rappelons que la quantité, le type et la disposition des acides aminés dans les chaînes polypeptidiques sont caractéristiques d'une protéine. C'est la séquence d'acides aminés qui va déterminer sa conformation, donc sa fonction biologique. La protéine qui adopte une conformation fonctionnelle quelconque est appelée protéine native. Donc, dès que la protéine est synthétisée, mature, on va l'appeler protéine native. Donc, quand sa structure, sa conformation est finie, après la biosynthèse, après la biosynthèse au niveau des ribosomes, etc. On peut considérer 4 niveaux structuraux pour les protéines. D'abord, une structure primaire, il s'agit donc de la séquence unique d'acides aminés liés, comme vous le savez, aux gènes, parce que le dogme biologique gène, protéines, gènes, donc ADN, ARN, protéines, donc c'est lié directement aux gènes. La structure secondaire, là, il y aura la forme classique que vous connaissez, la forme hélice, on verra ça en détail tout à l'heure. La structure tertiaire, on a dit un mot tout à l'heure, c'est-à-dire toutes les protéines globulaires intracellulaires auront ces structures tertiaires. Et enfin, la quatrième possibilité de structure, la structure quaternaire. Et là, quand on parlera de structure quaternaire, automatiquement, ça veut dire qu'il y a présence de plusieurs sous-unités sur la protéine. Alors, reprenons en détail ces structures. La structure primaire, ici, regardez sur ce schéma. Donc, l'enchaînement des acides aminés et leur place sur la protéine. Ensuite, la structure secondaire, c'est l'hélice. La structure tertiaire globulaire et la structure quaternaire, présence de sous-unités sur la protéine. Alors, quelles sont les forces qui stabilisent les différentes structures protéiques? Pour la structure primaire, on aura les liaisons peptidiques et les ponts disulfures. Donc, ce sont des liaisons covalentes, uniquement. Dans la structure secondaire, par contre, il y aura des liaisons hydrogènes entre le CO et le NH des acides aminés. Et dans la structure tertiaire, il y aura des ponts disulfures, des liaisons ioniques, des liaisons hydrogènes et des liaisons hydrophobes. Dans la liaison quaternaire, il y aura les mêmes liaisons que la liaison tertiaire. Donc, ponts disulfures, liaison ionique, liaison hydrogène et liaison hydrophobe. Alors, reprenons chaque structure en détail. Structure primaire, donc on l'a dit, c'est l'enchaînement des acides aminés dans la protéine, avec d'un côté un carboxy, une extrémité C-terminale, et de l'autre une extrémité N-terminale, avec une amine libre. Et cette structure est très stable à cause des liaisons covalentes. On a dit que dans la structure primaire, il y a uniquement des liaisons covalentes, liaisons peptidiques et des ponts disulfures. Donc, il faut un traitement très puissant pour casser ces liaisons, soit des acides forts ou des bases fortes, ou à des hautes températures pour pouvoir donc casser les liaisons au niveau de la structure primaire. Voici un schéma qui vous montre ceci. Donc voilà, c'est emprunté donc du livre de Leininger, Principes de la biochimie, 7e édition. Donc toujours, on a des acides aminés qui sont reliés les uns aux autres par des liaisons peptidiques. Ici, CONH, ici. La même chose ici, CONH, CONH, CONH. Et de l'autre côté, donc on a donc la chaîne latérale, le carbone alpha de l'un. Le carbone alpha, toujours ici, la chaîne latérale du deuxième. Et le carbone alpha du troisième et du quatrième, etc. Donc il y a une chaîne
d'acides aminés liés les uns aux autres par des liaisons peptidiques CO-NH. La taille et les charges du groupement R peuvent aussi avoir un effet sur la rotation des autres liaisons. J'ai oublié de vous mentionner ici, dans la liaison peptidique, ici, l'azote, comme vous le savez, on l'a dit tout à l'heure, il a un doublet libre ici d'électrons, et donc il y a possibilité de mésomérie, ce qui va empêcher donc la tournure, la rotation autour de cette liaison peptidique. Par contre, ici, C-alpha-C, on peut tourner, et ici, entre l'azote et le C-alpha, on peut tourner aussi ici, à ce niveau-là, ce qui va permettre la formation des conformations trans et cis des acides aminés. Voilà, et c'est schématisé aussi que ces liaisons peptidiques forment des plans. On a là, ici, là, là et là. Et on peut tourner autour de ces plans. Par contre, on ne peut pas tourner autour de la liaison CN peptidique. Voilà. Et aussi, donc, ici comme remarque, on peut dire que le groupement R latéral, il peut influencer aussi sur la structure primaire. Structure secondaire. Alors la structure secondaire, elle désigne les structures pliées localement qui se forment dans un polyseptide à cause des interactions entre les atomes de la chaîne polyseptidique sans les R. Voilà, donc on a une chaîne constituée d'une suite d'acides aminés, et il y aura donc des interactions entre les différents acides aminés de cette chaîne, et la chaîne peut se plier sur elle-même pour former des conformations, par exemple, sous forme d'hélice, on parlera d'hélice alpha, et de feuillets bêta plissés. Et ce sont les liaisons hydrogènes qui se forment entre l'oxygène et du carbonyle CO et d'un acide aminé du carbonyle CO d'un acide aminé et l'atome hydrogène du résidu amine NH d'un autre acide aminé qui maintiennent tout l'édifice en place. Voyons voir un peu l'hélice alpha. Le squelette polypeptidique est engoulé autour d'un grand axe de la molécule, et le groupe R dépasse vers l'extérieur du squelette hélicoïdal. Un seul tour d'hélice s'étend sur environ 0,54 nanomètres le long du grand axe, et il va contenir 3,6 acides aminés. Dans toutes les protéines, la torsion hélicoïdale de l'hélice alpha est à droite. On va le voir sur ce schéma pour mieux comprendre ce que je viens de dire. Donc ici, le pas de l'hélice, on a une hélice ici, voilà, qui tourne à droite, et puis à droite, ici, une deuxième tournure. Voici les acides aminés, ici le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, etc. Donc une forme d'hélice, et cette formation d'hélice se fait grâce à ces liaisons hydrogènes qui se forment entre l'atome H de NH et l'atome oxygène du carbonyle CO. Le pas ici de l'hélice est de 0,54 nanomètres. Voilà. La liaison pan-hydrogène se forme, la liaison O de COI avec un H de NHI plus 4. Donc, quand on a un acide aminé, il y aura une liaison qui va se former entre le CO de l'un et avec l'acide aminé qui se trouve à une quatrième place plus loin de cet acide aminé. Voilà pourquoi se forme donc cette hélice. Cette courbure, cette tournure donc de la chaîne des acides aminés. Le feuillet bêta plissé. Alors, une deuxième possibilité, quand on a une chaîne donc d'acides aminés, ils peuvent avoir donc des liaisons hydrogènes qui vont se former des CO et NH d'une liaison peptidique qui ne se répètent pas sur une portion continue de la chaîne peptidique, mais entre des segments différents qui peuvent appartenir à la même chaîne ou à des chaînes différentes. En effet, quand il y a, regardez ici sur les schémas, quand il y a un brin d'acide aminé ici, un deuxième ici, des ponts hydrogènes peuvent se former, donc des liaisons hydrogènes peuvent se former entre les deux, soit de la même chaîne ou sur des chaînes différentes. Là aussi, si on plie cette chaîne sur elle-même, on peut former des liaisons hydrogènes entre les acides aminés d'une même chaîne ou de chaînes différentes. Une remarque ici,
ces feuillets ou ces brins qui se forment grâce à ces liaisons hydrogènes, ils ont NT ici d'un côté et CT de l'autre, alors qu'ici c'est l'inverse. Quand il y a CT en face ici, il y a NT, N terminal, et C terminal de l'autre. Donc on parlera de feuillets bêta antiparallèles. D'accord? Et quand ils sont de même sens, bien sûr, on parlera de feuillets parallèles. S'il y avait un NT ici et un NT ici, on parlera donc de feuillets bêta parallèles. Exemple de feuillet bêta antiparallèle, la kératine, la bêta-kératine. Alors, structure secondaire. Bêta-turn, donc on a vu là l'hélice alpha. Maintenant, on parle de bêta-turn, toujours dans la structure secondaire. Quand est-ce qu'ils paraissent ces bêta-turn? Alors, ce sont des configurations qui apparaissent souvent quand les brins des feuillets changent de direction. Et regardez ici sur ce schéma que j'ai dessiné ici en bas pour vous montrer un peu ce virage qui se fait grâce à ces 4 acides aminés. Voilà. Et quand le deuxième acide aminé, par exemple celui-là, est une proline, on parlera de bêta-turn de type alpha 1. Et quand cet acide aminé est une glycine, on parlera de bêta-turn de type 2. Donc retenez bien, c'est quand il y a des prolines dans la chaîne peptidique qu'il y a formation de ces bêta-turn. Exemple des protéines et des conformations qui se forment. Par exemple, cytochrome C, c'est une protéine qui a 104 résidus acides aminés et 39 conformations se forment d'hélice alpha dans la protéine, mais pas de bêta. Le lysozyme, 129 résidus, 40 hélice alpha, 12 bêta. Chymotrypsine, 247 résidus, 14 alpha et 45 bêta. La structure tertiaire, c'est quoi? C'est la structure tridimensionnelle globale d'une protéine qui définit sa structure tertiaire. Donc c'est dans l'espace. C'est le résultat de repliement sur elle-même des régions en hélice alpha et en feuillet bêta. Donc on a vu la structure primaire, c'est l'enchaînement des acides aminés. Quand ils sont pliés sur eux-mêmes, on a défini la structure secondaire, donc hélice alpha et feuillet bêta. Et ces structures hélice alpha et feuillet bêta, elles peuvent encore se replier sur eux-mêmes pour former des structures tridimensionnelles globales. Et cette structure est particulièrement mise en jeu par la méthode de diffraction au rayon X et la résonance magnétique nucléaire, la RMN. Donc c'est une sorte de boucle, de pelote, où les chaînes polaires hydrophiles des résidus sont tournées vers l'extérieur, au contact du milieu aqueux, et les chaînes latérales non polaires hydrophobes vers l'intérieur, où ils forment une zone hydrophobe interne. Donc tout ce qui est hydrophobe vers l'intérieur, tout ce qui est hydrophile vers l'extérieur, en contact avec le milieu aqueux, puisque ces protéines se trouvent dans des milieux aqueux. Et l'ensemble, donc, de cette structure en pelote est stabilisé par des liaisons entre chaînes latérales de résidus éloignés dans la structure primaire, mais qui se sont rapprochés grâce au repliement de la chaîne. La structure, quand même, demeure flexible et non rigide. Alors, quels sont les types de liaisons qu'on trouve ici dans la structure tertiaire? On trouve des liaisons covalentes représentées par les ponts disulfure, résidus cystéine, parce que vous savez que les cystéines, ils ont des fonctions thiol, SH, et deux cystéines qui sont très proches l'une de l'autre peuvent former des ponts des ponts disulfure, SS. Et puis, on trouve des liaisons non covalentes, comme les liaisons hydrogènes, hydrophobes, ioniques et van der Waals. Voilà un exemple donc de structure tertiaire. On trouve donc les structures hélice alpha, bêta plissé, les bêta-turn ici quand il y a les prolines sur la chaîne, et tout ceci se replie donc sur lui-même pour former donc une sorte de boule. Et c'est ça la structure tertiaire. En jaune ici, vous voyez représenter les ponts disulfure.
Voilà. Et on passe, pour finir, à la structure quaternaire des protéines. On a dit tout à l'heure que la structure quaternaire, c'est l'assemblage d'au moins de 2 chaînes polypeptidiques identiques ou différentes. Ce sont des protéines polymériques constituées de plusieurs sous-unités ou protomères. Donc, quand il y a des sous-unités, on parle de structure quaternaire de la protéine. D'accord? Quand c'est globulaire, c'est la structure tertiaire. Et quand c'est linéaire, c'est la structure primaire. L'enchaînement classique des acides aminés les uns à côté des autres. Alors revenons à la structure quaternaire. Ils sont dits homopolymériques quand les sous-unités sont identiques et hétéropolymériques quand les sous-unités sont différentes. L'ensemble possède une symétrie. Regardez ici, par exemple, ici, je vous ai donné un exemple de 3 sous-unités. Il y a une sorte de symétrie entre ces deux et entre ces deux. Tout ce qu'on trouve ici, on le trouve de l'autre côté. Donc il y a une symétrie entre les sous-unités. L'assemblage des sous-unités est stabilisé par les mêmes liaisons que la structure tertiaire, à l'exception des ponts disulfures. On ne trouve pas les ponts disulfures dans les structures quaternaires. Entre les sous-unités, hein. Mais on trouve tous les autres types de liaisons. Donc, cette structure quaternaire va jouer un rôle très important dans la fonction biologique de la protéine. En effet, l'association et la dissociation de cette structure et l'interaction entre les sous-unités va permettre ce qu'on appelle l'effet coopératif. Et ceci, on le verra en enzymologie quand on parlera des enzymes allostériques. Il y aura une sorte de coopération entre ces sous-unités. C'est ça qui va expliquer un peu la fonction ou la cinétique donc enzymatique des enzymes allostériques. Et le contrôle de l'effet biologique des protéines, par exemple au niveau des régulations métaboliques. Donc on verra ça lors du métabolisme. Alors donnons un exemple de la structure quaternaire des protéines. Exemple de l'hémoglobine, HP. C'est une protéine polymérique qu'on trouve dans les globules rouges et elle va servir au transport de l'oxygène dans les tissus et qui donne la couleur rouge au sang. Il existe 3 types d'hémoglobine, l'hémoglobine A, l'hémoglobine A2 et l'hémoglobine F. Donc cette protéine hémoglobine, elle est constituée de 4 sous-unités qu'on appelle les globines. Les globines, 2 alpha et 2 de type bêta. Ils sont enroulés sur elles-mêmes avec un centre M où se loge l'ion fer. Et le fer, il est dans l'état ferreux, c'est-à-dire Fe2+. Et chaque hémoglobine va contenir 4 atomes de fer qui vont jouer un rôle très important dans les échanges gazeux, oxygène, CO2, lors de la respiration. Voilà, je vous laisse regarder un peu la structure donc de l'hémoglobine, 4 sous-unités ici, 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta ici, avec ici l'M à l'intérieur qui va se charger de la fixation de l'oxygène et du CO2, qu'on appelle l'M. Alors passons aux propriétés physico-chimiques des protéines, et on va commencer par les propriétés électriques. Les protéines, comme vous le savez, sont décomposées en photères à cause des acides aminés. Ils ont donc à la fois des fonctions acides et des fonctions basiques. Et ce sont les acides aminés en position terminale qui vont voir leur groupement carboxyle et aminé s'ioniser en fonction du pH du milieu. La présence du groupement latéraux R ionisable contribue aussi dans la charge globale de la protéine. En milieu acide, la protéine aura une charge positive. Les groupes basiques se dissocient dans le milieu donc acide. Et en milieu basique, la protéine aura une charge négative parce que les groupes acides se dissocient dans ce milieu basique. Et au pH isoélectrique, la protéine aura une charge nulle, puisqu'il y aura autant de charges positives que de charges négatives. Si le nombre de groupements acides est supérieur au nombre des basiques, alors le pHI sera inférieur à 7. Si c'est celui des groupements basiques qui est plus grand, alors le pHI sera supérieur à 7.
Et cette propriété électrique des protéines, elle va être utilisée pour les séparer dans un champ électrique. Et c'est le principe donc de l'électrophorèse, et je vous renvoie un peu pour voir un peu ce que c'est que cette méthode d'électrophorèse qui permet donc de séparer les protéines dans le champ électrique. On passe toujours à une autre propriété physico-chimique, la solubilité. La solubilité des protéines, elle va dépendre de leur structure tertiaire. Sous l'influence de plusieurs facteurs, la force ionique, le pH, la température, la constance diélectrique, etc., tous ces facteurs vont avoir un effet sur la solubilité des protéines. Regardez un peu le schéma en bas. On a la solubilité en fonction du pH, donc le pH va influencer sur la solubilité, et dans la zone de pH isoélectrique, la protéine sera la moins soluble, parce qu'il y aura ici des charges, des attractions entre les acides aminés, entre les charges d'acides aminés opposées, et justement, ça va favoriser donc la précipitation de la protéine, et la solubilité sera très faible dans cette zone de pHi. La température aussi, donc ici à droite, l'effet de la température sur la solubilité ou l'activité enzymatique, qui est une protéine, les enzymes sont toutes des protéines. Donc ici, plus la température va augmenter, plus l'activité va augmenter, jusqu'à arriver à un sommet ici. C'est la température donc optimale d'activation, ou d'activité donc de l'enzyme. Et quand on va dépasser cette température, quand on va vers des températures élevées, là on va entraîner une dénaturation de la protéine. On va casser les liaisons et on va entraîner la précipitation de la protéine à des hautes températures. Toujours dans la solubilité, et on va voir un autre facteur, l'influence des solvants organiques. Comme vous le savez, les molécules d'eau sont des dipôles électriques, chargés positivement et négativement, OH- et H+. Donc, il y a d'un côté l'atome oxygène qui est chargé négativement, et de l'autre, des protons H+. C'est pour ça, les molécules d'eau ont une constante diélectrique très forte. Donc, c'est un excellent solvant qui va diminuer les interactions électrostatiques des mélanges protéiques et favorise ainsi la solubilité. Au contraire, dans un solvant organique, par exemple l'éthanol ou l'acétone, ces deux solvants ont une constante diélectrique très faible et les interactions polypéptiques vont augmenter et la protéine va précipiter dans ces solvants organiques. La force ionique aussi va avoir une influence sur la solubilité, et la solubilité va dépendre de la concentration et de la charge des ions du milieu, c'est-à-dire la force ionique. La force ionique faible va favoriser la solubilité, alors que la force ionique élevée va favoriser la précipitation des protéines. Et cette propriété va être utilisée pour le fractionnement des mélanges protéiques. Donc on va jouer sur la force ionique pour justement plus ou moins précipiter les protéines. Le poids moléculaire et la masse moléculaire, on va dire un mot aussi concernant cette propriété donc des protéines. Donc c'est une caractéristique importante pour une protéine, et le poids moléculaire va varier entre 10 000 et 10 puissance 6, 1 million. Donc ce sont des grosses protéines. Et parmi les méthodes utilisées pour déterminer le poids moléculaire d'une protéine, on a la chromatographie par filtration sur gel et la centrifugation. Donc je vous invite à aller voir un peu de ces techniques pour vous familiariser avec. Ce sont des techniques qui sont, pour les uns, qui sont basées sur la taille de la protéine, par exemple la filtration, la chromatographie par filtration sur gel, et la centrifugation qui va jouer aussi sur la taille. Les grosses molécules, là on va soumettre les protéines à des forces de rotation, et les précipitations des protéines vont se faire donc en fonction de leur poids moléculaire. Regardez ici le schéma, on a plusieurs colonnes ici. Dans la première, on va déposer donc notre protéine à l'instant A, et on va laisser cette protéine donc précipiter,
et plus la taille du gel utilisé est importante, plus il va donc plus ou moins freiner la précipitation, la contaction, ici la décontation de ces protéines. Donc, on passe ici, on regarde qu'il y a quelques molécules protéiques qui ont passé donc à travers ces bulles donc du gel. Ensuite, ici, on arrive ici, et là, les premières petites protéines vont passer, suivies des seconds. Donc, suivant la taille des protéines, d'abord les plus petites et ensuite les grosses en fonction du temps. Donc, parce que les grosses vont être retenues plus longtemps que les petites protéines. Voilà donc cette technique de chromatographie. La centrifugation, donc je l'ai dit tout à l'heure, elle consiste à séparer les composés d'une solution en les exposant, en les soumettant à une force centrifuge. Et dans la centrifugation, on utilise une force qui est la rotation qui va accélérer le processus. À l'inverse de la décantation, où c'est le temps qui agit pour obtenir le même résultat de séparation liquide-liquide ou liquide-solide. Voilà. Exemple de centrifugation, la centrifugation à l'équilibre. Dans cette technique, on rajoute donc dans l'échantillon un solvant de même densité que la particule recherchée, et après soumission donc de la force centrifuge de ces deux éléments, les deux éléments donc vont se rejoindre. Donc plusieurs solvants peuvent être ajoutés à la solution pour obtenir différents constituants des mélanges. Donc on utilise plusieurs solvants de densités différentes. Au départ, on met notre échantillon et on laisse décompter, et chaque échantillon va se stabiliser, va s'arrêter là où la densité lui correspond. Voilà, donc on arrive ici et il y a plusieurs couches. Donc à plusieurs niveaux de densité différents. En conclusion, ce cours sur l'étude des peptides et des protéines constitue une exploration des composants fondamentaux de la vie. Nous avons examiné en détail la structure des acides aminés, les liens qui les unissent pour former des peptides et comment ces peptides, à leur tour, se replient pour créer des structures tridimensionnelles complexes que sont les protéines. La diversité des acides aminés résultant de variations dans leur chaîne latérale confère une variabilité infinie aux protéines et cette variété est essentielle pour leur fonction biologique. Les propriétés physico-chimiques des protéines, telles que la solubilité, le point isoélectrique et leur sensibilité aux conditions environnementales, déterminent leur fonction spécifique au sein des cellules et des organismes. Et enfin, l'étude des acides aminés, des peptides et des protéines contribue de manière significative à notre connaissance de la vie et ouvre une voie pour nous tous vers le monde des interactions entre les différents constituants des organismes vivants, à savoir le métabolisme. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur les cours sur le métabolisme que je vous mets sur la même chaîne YouTube. Merci pour votre attention.